La question que pose Jean-Pierre, c'est une question qui peut animer une vie entière. En écoutant Alain tout à l'heure, j'étais troublé, je me disais, voilà, nous sommes, et entendez-le comme un hommage, nous sommes dans le gothique flamboyant. Arts multiples, conjugaison des arts, peut-être jusqu'à leur consomption. Moi, je suis un homme de la crypte romane. C'est-à-dire que, en ce domaine du moins, ma question aura été, je vais parler au futur antérieur, puisque je suis malgré tout au soir de ma vie. Le soir, c'est pas forcément 19-20 heures, la nuit n'est pas, le jour n'est pas fini. Mais je suis au soir, je suis au crépuscule. Je suis au crépuscule, m'adressant à de tout jeunes gens. Pour vous, il est 10 heures du matin, 12 heures. Ouais. Moi, il est 20 heures. Mais pas sur le même fuseau horaire. Et forcément, d'abord parce que j'ai une fonction pédagogique, j'enseigne à l'Université de Nanterre, mais aussi je travaille avec Philippe Adrien dans ce qu'on appelle la formation continue des comédiens professionnels, c'est-à-dire, et j'y reviendrai, évidemment que la compétence scénique n'est pas une chose acquise pour toujours, qui n'est pas susceptible au fil du temps, je dirais, de rouiller sous forme d'habitude, sous forme de déception qui porte à une petite démission et qu'il est bon, régulièrement, pour des acteurs professionnels avancés, je ne donnerai pas de nom ici de gens connus, qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai besoin de retourner dans le laboratoire, j'ai envie de retourner à l'école, parce que la chance qu'on a tout jeune, on ne la trouve plus. Prenons l'exemple d'un conservatoire, le Conservatoire national de Paris. On vous dit, voilà, vous avez la chance, vous faites ce que vous voulez. Tu veux travailler là-dessus, ça t'intéresse, ça, fais-le. Toi, c'est ça qui t'intéresse, fais-le. Plus jamais dans la vie. En tout cas en tant qu'acteur. Plus jamais vous ne ferez ce que vous avez le désir de faire. Vous ferez ce qu'on vous propose de faire. À supposer qu'on vous propose quelque chose. Je n'entrerai pas dans les débats sociaux, politiques, etc., mais qui sont, je veux simplement le dire, qui sont graves aujourd'hui pour notre corporation. Mais je n'en parlerai pas parce qu'il faut choisir son objet. Jamais on ne vous dit « qu'est-ce que tu as envie de jouer ?» Alors, on passe dans le temps et puis on se dit, c'est mon cas par exemple, j'ai jamais joué à Hamlet. C'est fini. Hein. C'est fini. J'ai joué à Hamlet Machine de Müller, mais je n'ai pas joué à Hamlet. Bon, voilà. Il y a une part de regret dans tout ça, il y a aussi mais une part de reconnaissance des lois de la vie. Alors, je reviens à la question de Jean-Pierre. On peut passer son existence devant une question. Et mes références, je dirais mes maîtres, c'est un mot qu'on a banni en 68, qui a fait retour, mais qu'aujourd'hui j'utilise avec circonspection, mais il y a quand même des figures, pour moi, que je révère. Et donc Jean-Pierre a parlé de Stanislavski, je parlerai de Jouvet. Stanislavski, je ne vais pas entrer dans le détail, j'espère que vous en savez un peu, metteur en scène russe du début, disons, du XXe siècle et qui va exercer jusqu'aux années 30, donc qui va connaître, entre autres, le passage de la Russie à l'Union soviétique avec des incidences même sur la façon dont il sera conduit à présenter sa propre démarche. Stanislavski, méprisé par tout le monde aujourd'hui. J'ai parlé il y a peu avec des traducteurs en disant comment se fait-il qu'on n'ait pas les œuvres de Stanislavski dignement traduites en français, parce que c'est pour moi une référence absolue. On me dit, monsieur Dominique Stanislavski. Ah, Meyerhold, oui, bien sûr. Bravo, hein, j'admire Meyerhold. Mais Stanislavski, has-been. Jouvet introuvable encore jusqu'à il y a quelques 2-3 ans. C'était épuisé. Ça vient d'être réédité. Lisez-le, je vous en supplie. J'espère vous convaincre en cette matinée qu'il y a lieu de fréquenter ces
figures qui sont celles qui, pour moi, ont le mieux réfléchi la question du jeu qui mène. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? Jouer, oui, bon, c'est un statut social, une fonction. Mais qu'est-ce que ça requiert comme capacité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un acteur? Pourquoi certains convainquent-ils? Pourquoi d'autres non? Qu'est-ce que c'est que cette fameuse question de la présence? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être obnubilé par un acteur ou une actrice sur scène que d'autres paraissent incertains? Qu'est-ce que c'est qu'un bon comédien et un grand, une grande, passer au féminin au besoin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que, hélas, il y a beaucoup de bons comédiens, il y a peu de grands comédiens? Cette question-là, il se l'est posée toute sa vie. Je dirais, petit codicile d'ailleurs qui m'intéresse, c'est que l'extraordinaire acuité de Jouvet, intellectuelle, signifie bien qu'on peut réfléchir le jeu tout en restant dans le jeu, parce que ce dont nous souffrons absolument, ce sont d'absurdes catégories d'opposition entre l'intellect et puis l'affectif. Je ne veux pas réfléchir parce que tu comprends, c'est mon âme qui parle, c'est mon cœur qui parle, c'est ma sensibilité qui parle, j'ai quand même pas à réfléchir. Imbécile. La question, c'est de faire descendre l'intelligence dans le cœur. Ça, oui. Ça, c'est un vrai travail. Il ne faut pas être idiot pour être comédien. Qui veut faire l'ange fait la bête. Hein? Donc, il y a toutes ces catégories à revisiter. Et je vais citer un certain nombre de notions extrêmement pernicieuses qui nous occupent l'esprit, n'est-ce pas, et qui faussent notre considération du phénomène. Alors, je vais, pour commencer... J'ai combien de temps? Je vais donner quelques lectures de quelques textes, comme un kaléidoscope du jour sous lequel peut apparaître la fonction du jeu. Mais je vais commencer par Jouvet. Une petite citation au début du Comédien désincarné, qui est un ouvrage, je le rate, magistral. En m'interrogeant, je découvre ingénument que je souhaite écrire sur notre métier le livre que j'aurais voulu trouver quand j'avais 20 ans. Il n'est guère probable qu'à cet âge, un débutant puisse entendre ce que je cherche malaisément à expliquer. Et je me demande si je n'aurais pas été le seul partisan de cet ouvrage. Ça, c'est peut-être une blessure qu'on peut éprouver comme ça. Moi, je dis toujours à mes étudiants, mais ce que je dis, c'est pour vous faire gagner du temps. C'est vous faire gagner du temps. Si vous rencontrez quelqu'un de compétent en son domaine, qui sait poser les questions, c'est l'art majeur, c'est savoir poser les questions, qui vous met dans l'axe d'une vraie réflexion et d'une justesse par rapport à votre pratique, vous allez gagner du temps. Enseigner, c'est faire gagner du temps. Et pour beaucoup, évacuer les fausses questions. Je pensais à ça l'autre jour, je me disais, après tout, c'est comme quand on se demande son chemin à quelqu'un. Il y a très peu de gens qui sont capables de vous dire, vous dites, monsieur, j'ai besoin de regagner la gare, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner les 3 indices qui vont me permettre de ne pas me perdre? C'est rare. Alors, on commence. Mais monsieur, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez prendre la 2e rue à gauche, vous allez trouver, il y a un petit café. Alors, juste à côté du petit café, vous allez voir, il y a une boucherie. C'est la boucherie que je fréquente régulièrement le dimanche pour acheter le rôti quand je l'ai. Donc, on vous paume dans un tas d'informations subalternes qui fait qu'à la fin, vous dites, oui, mais qu'est-ce que je fais? Il suffit peut-être de 3 ou 4 indications bien choisies qui vont permettre que vous fassiez le parcours et que le reste de la parole est vaine. Oui, il y a dans l'art du jeu, de ce qu'on appelle, j'y reviendrai en le critiquant, la notion de direction d'acteur, il y a un art de la parole. Ni trop de dire, ni trop peu de dire. Qu'est-ce que c'est que le dire juste qui a une incidence sur le comportement? Je reviens
à mon kaléidoscope. Je vais commencer dans Rousseau. J'aurais pu commencer dans les pères de l'Église. Je vous épargne les pères de l'Église ou Bossuet, c'est-à-dire l'excommunication des comédiens. Ça paraît complètement désuet, ça paraît idiot. On dit c'est fini, ça. Ouais, mais qu'est-ce qui pourrait rester de traces en dehors de toute référence à la religion d'une espèce de mépris que la fonction de comédien porterait, qui voudrait que l'Église n'en veuille pas? Pensons à Molière, comme exclu aussi des droits civiques, ne l'oublions pas, n'est-ce pas? Un paria, un sans-papier, le comédien. Alors on peut dire, ça y est, le problème est résolu maintenant, regardez, ils sont à la télévision, etc. Ah ouais, mais est-ce que les mentalités ne porteraient pas sur le fait de jouer je ne sais quelle trace et je ne sais quelle retombée de ce mépris dans la tradition? C'est-à-dire, c'est un métier veule assimilé à la prostitution. Pourquoi? Parce que dans la philosophie traditionnelle, disons, on est supposé disposer d'un être, ça repose sur l'opposition entre un être et un paraître. Donc le paraître n'est pas l'être, donc le paraître est mensonge. Et donc, disaient les pères de l'Église, on n'a pas le droit de salir son âme en revêtant des traits de caractère, de vêtements, de changement de sexe et autres choses qui sont là pour avilir la pureté de l'être. Rousseau, qu'est-ce que c'est que le talent du comédien? C'est l'art de se contrefaire, de revêtir un autre caractère que le sien, de paraître ce qu'on est, de se passionner de sang-froid, de dire autre chose que ce qu'on pense aussi naturellement que si on le pensait réellement, et d'oublier enfin sa propre place à force de prendre celle d'autrui. Qu'est-ce que c'est que la profession de comédien, dit Rousseau? Un métier par lequel il se donne en représentation pour de l'argent, se soumet à l'ignominie, et aux affronts qu'on achète le droit de lui faire, et met publiquement sa personne en vente. Voilà, lettre sur les spectacles de Rousseau. Je maintiens une fois encore, ne disons pas cette conception des choses, elle est dépassée, nous n'en portons aucune trace. Il y a trace de ça. Voilà. Prostitution. Prostitution parce que l'être, dans la philosophie traditionnelle, platonicienne, n'est-ce pas? C'est la beauté, et puis le corps, tout ça, c'est impur. Le paraître, c'est la dégénérescence, la retombée dégradée de l'être. On verra si on peut. Alors il y a aussi l'inverse, n'est-ce pas? Des gens qui tirent la chose vers un tout autre bord qui n'est pas éloigné de la mystique. Il faudrait savoir, on veut dire. Hein. Exemple, un texte de Mauriac, que cite je veux. Le mystère du théâtre me trouble. Le mystère du théâtre me trouble. Pour la première fois, les êtres que j'imagine prennent corps, oui, à la lettre. Ils empruntent un corps à des hommes et à des femmes qui le leur abandonnent pour quelques heures comme ils feraient d'un appartement désaffecté. Il y a dans le travail de l'acteur un je ne sais quoi qui m'effraie, dit Mauriac. Peut-être ce contraste entre le but poursuivi, qui n'est qu'un jeu, aussi brillant soit-il, et la grave opération d'ordre spirituel qui s'accomplit au secret de leurs êtres. Si grave, cette opération, que leur fatigue, leur lassitude, lorsque c'est fini, a un caractère singulier. On les sent atteints à la racine, à la source. Ils flottent, à demi conscients, à demi rendus au monde réel. Magnifique et dangereux métier qui consiste à se perdre puis à se retrouver.
mais entre les deux états, c'est-à-dire entre la fiction du personnage et la restitution de l'acteur à l'ordre social, si je puis dire, certains d'entre eux en vivent un autre, à leur insu peut-être. Beaucoup ne se doutent pas qu'en poursuivant le but dérisoire que les auteurs leur proposent, il leur arrive de franchir, de passer tout près d'un seuil redoutable que seuls les saints ont franchi. Cantor, grand metteur en scène, l'acteur aussi près des poubelles que de l'éternité. Aussi près des poubelles que de l'éternité. C'était une partie de ma conclusion, mais je vais vous le dire maintenant. C'est une phrase de Novarina qui dit pourquoi on est acteur. On est acteur parce qu'on ne s'habitue pas à vivre dans le corps imposé, dans le sexe imposé. Chaque corps d'acteur, c'est une menace à prendre au sérieux pour l'ordre dicté des corps, pour l'état sexué. Et si on se retrouve un jour dans le théâtre, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas supporté. Dans chaque acteur, il y a, qui veut parler, quelque chose comme du corps nouveau. Une autre économie du corps qui s'avance, qui pousse l'ancienne. Quelque chose qu'on n'a pas supporté. Alors, si on accepte, par exemple, la symbolique chrétienne, acceptons-la comme symbolique. Le ciel, le purgatoire, l'enfer, aussi près des poubelles que de l'éternité. Un acteur, c'est quelqu'un qui s'emmerde dans le purgatoire. Ne brûle pas, ne connaît pas le sublime. Quelque chose qu'on n'a pas supporté, qui relèverait sans doute de l'étroite définition, de l'espace contraint, psychique, auquel nous sommes assignés. Je poursuis avec Jean Genet. C'est du théâtre en général que je veux parler. Je voudrais dire quelques mots. Je ne l'aime pas. Ce qu'on m'a rapporté des fastes japonais, chinois ou balinais, et l'idée magnifiée peut-être qui s'obstine dans mon cerveau, me rend trop grossière la formule du théâtre occidental. Il oppose là le théâtre, disons, dramatique aux formes codées des arts orientaux, qu'il s'agisse du No, du katakali et autres arts balinais dont Artaud, par exemple, a parlé avec, c'est-à-dire des arts codés. On ne peut que rêver d'un art qui serait un enchevêtrement profond de symboles actifs, etc. Bon. Or, le poète qui tenterait l'aventure verrait se dresser la bêtise hautaine des comédiens et des gens de théâtre. Leur trivialité, si rarement elles s'apaisent, apparaissent alors l'inculture et la niaiserie. On ne peut rien attendre d'un métier qui s'exerce avec si peu de gravité ni de recueillement. Gravité et recueillement. Son point de départ, sa raison d'être, c'est l'exhibitionnisme. Le travers qui est à l'origine du choix du métier d'acteur est commandé par la reconnaissance non désespérée du monde, mais complaisante. L'acteur s'allonge, si je puis dire, pour la pure reconnaissance de soi. L'acteur occidental ne cherche pas à devenir un cygne chargé de signes, ça c'est l'acteur oriental. Simplement, il veut s'identifier à un personnage de drame ou de comédie. Le monde actuel, fatigué, incapable de vivre en acte, l'entraîne encore à cette vulgarité en le chargeant de représenter à sa place non pas des thèmes héroïques, mais des personnages rêvés. Quelle sera donc la morale de ces gens-là? S'ils ne végètent pas dans la pouillerie intellectuelle, ils travaillent la vedette. Voilà. Portrait contrasté, aussi près des poubelles que de l'éternité, mais personne, en l'occurrence, là, n'a dit ce que c'était que cette opération. Mes connaissances, donc,
Qu'il s'agisse d'adulation de l'acteur, qu'il s'agisse d'exécration, n'est-ce pas, nous sommes dans la méconnaissance. Alors, ça nous pose la question de qu'est-ce que c'est, j'y reviens, qu'est-ce que c'est qu'un acteur, et que nous sommes obligés de sortir, et ça c'est très important pour moi, de sortir de la stricte référence du théâtre comme technique et comme espace clos. C'est une banalité, évidemment, de dire que l'acteur est l'instrument et l'instrumentiste. Oui, mais ça a une incidence. C'est que les questions qui vont se poser à l'acteur, puisqu'elles engagent sa propre personne, vont être des questions d'ordre anthropologique. Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? Anthropos, c'est l'homme, logos, c'est le discours sur l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait une existence humaine? Comment se compose un esprit? D'où viennent les impulsions? Puisque nous devons représenter des comportements, il convient de savoir comment se constitue le comportement. Or, nous ne sommes pas humains équipés pour savoir ce que nous sommes. Nous pouvons spéculer aujourd'hui sur l'origine de l'univers et l'extinction du Soleil, mais on ne sait pas d'où vient une idée. On vient de découvrir, je ne sais pas si on vient de le découvrir, je ne connais pas grand-chose en neurologie, etc., mais c'est Cyrulnik récemment, à propos de son bouquin, qui en parlait. Il dit on vient de découvrir, par exemple, que les circuits de la mémoire et les circuits de l'imagination seraient, au niveau neuronal, seraient les mêmes. Moi, ça m'intéresse, au niveau du jeu. Que possiblement, le circuit de la mémoire et le circuit de l'imagination soient les mêmes, ce qui fait que, d'une certaine façon, par rapport à des questions que nous verrons tout à l'heure, où l'acteur puise-t-il ses forces? Eh bien, si la mémoire et l'imagination, justement, ce ne sont pas comme... Si c'est le cas au niveau des neurones, ce ne sont pas deux domaines séparés, ce sont deux domaines qui s'enchevêtrent.